Du 16 au 20 novembre, dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, retrouvez une série de documentaires sur différentes actions de chercheurs sur Radio Dijon Campus, en partenariat avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Bonjour Daniel Derivois, vous êtes psychologue clinicien, docteur en psychologie et professeur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui traitent de la résilience et du traumatisme causé par les catastrophes naturelles. On y reviendra au cours de l'interview. Vous êtes aussi le directeur adjoint du laboratoire de psychologie psy-dynamique, relationnelle et processus identitaire. Je vous ai invité dans le cadre de la semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et ensemble nous allons parler de la stigmatisation qui est exercée sur les jeunes immigrés, notamment durant cette période de crise sanitaire. Daniel Derivois, vous avez travaillé sur les souffrances identitaires que les adolescents peuvent rencontrer quelquefois dans leur vie. Un jeune migrant est un enfant en exil qui fuit le danger de son pays et se retrouve dans une société qui parfois manque d'ouverture d'esprit. C'est quoi être un adolescent immigré dans la société d'aujourd'hui? Merci pour votre invitation. Alors, c'est quoi être un adolescent immigré dans la société d'aujourd'hui? Je dirais que c'est un adolescent qui est né dans un pays étranger et qui vit actuellement en France, par exemple. Mais ça peut être également un adolescent qui est né en France et qui vit en Allemagne ou en Côte d'Ivoire. Mais tout dépend des pays en présence. On ne va pas nommer cette réalité-là de la même manière. Donc, dans un cas, on va dire que c'est un adolescent immigré. Par exemple, si c'est un adolescent qui est né au Mali, au Sénégal, qui vit en France, et si c'est un adolescent français qui va vivre au Mali, on va plutôt parler d'expatriés. Donc, vous voyez, tout dépend des pays en présence. On va pas du tout nommer cette réalité-là de la même manière. Mais si on vient sur les adolescents qui ont immigré en France, c'est vrai que parfois on met l'accent sur le fait que ce sont des jeunes qui fuient le danger, mais il est important de rappeler aussi que les raisons de migration peuvent être multiples. On peut migrer pour des raisons économiques, pour des raisons sanitaires, pour des raisons sécuritaires, sociales, culturelles. Et puis, on peut migrer aussi pour des raisons purement académiques. C'est le cas de nombreux chercheurs, il y a des cas aussi de nombreux étudiants qui migrent vers d'autres pays pour aller se former, continuer à se former, etc. C'est important de rappeler qu'il y a différentes raisons pour la migration parce que les conséquences après ne sont pas du tout les mêmes dans la société d'accueil. Comment l'intégration des jeunes migrants se déroule-t-elle dans la société d'aujourd'hui? Alors, c'est un processus assez complexe, l'intégration des jeunes migrants, parce que c'est quelque chose qui dépend à la fois des ressources de ces migrants, de ces jeunes, et aussi de la disponibilité de la société d'accueil. J'ai envie de dire de la disponibilité psychique de la société d'accueil. Dans ma pratique et dans mes recherches aussi, je compare souvent l'arrivée d'un jeune migrant dans une société d'accueil avec l'arrivée d'un enfant dans une famille, par exemple. Si la famille n'est pas disponible, si elle n'est pas faite, cela peut compromettre l'arrivée de l'enfant, ça peut compromettre la santé de l'enfant, mais heureusement, parfois, en fait, même souvent, il n'y a pas que la famille comme horizon relationnel pour un enfant, donc ça permet à un enfant d'aller puiser un peu ailleurs pour construire son identité. Donc pour revenir à la question de l'intégration des jeunes migrants dans la société, je dirais que ça dépend de leurs ressources, mais aussi de cette société d'accueil, de son rapport à l'altérité, de son rapport avec son histoire aussi. Et c'est là qu'on voit toute l'importance des institutions dans cette société d'accueil, des institutions comme l'école, comme la protection de l'enfance, par exemple. Je cite ces institutions parce que ce sont celles que je connais le plus. Parfois, les jeunes migrants peuvent être victimes de discrimination. Et comment peut-on la définir, justement, cette discrimination? La discrimination, c'est une question très vaste aussi. Discriminer en soi n'a rien de méchant. Se discriminer, ça veut dire trier, différencier, discerner, distinguer. Mais ça devient problématique quand on utilise cette discrimination pour désigner des êtres humains. Par exemple, quand on stigmatise les gens sur leur couleur de peau, selon la langue qu'ils parlent là aussi, ce n'est pas n'importe quelle langue. On ne va pas discriminer, par exemple, un jeune qui parle anglais en France. On va plutôt discriminer un jeune qui parle des langues africaines, des langues arabes, etc. Parce que là aussi, ça fait intervenir des rapports historiques entre les pays en présence. Donc la discrimination, c'est
on utilise des référentiels comme la couleur de peau, la langue, le milieu d'origine, la taille, le poids, et les caractéristiques physiques pour mettre les gens dans une catégorie, pour les traiter moins bien que les autres. Donc c'est ça, en gros, la discrimination, mais c'est quelque chose d'assez vaste. Vous avez également travaillé sur la résilience de ces adolescents qui se construisent au fil du temps et qui sont souvent source de, je cite, malaises sociétaux. Quels sont les potentiels traumas que la non-intégration dans la société peut laisser? Ils sont souvent pointés du doigt dans une société en mal de penser ses fantômes, une société en mal de penser sa diversité, une société en mal de faire face à son passé. Et très souvent, quand la société se retrouve face à ce type de difficultés, on cherche souvent un bouc émissaire, c'est un réflexe. Maintenant, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, effectivement, sur ces adolescents. Et l'une des conséquences, c'est ce que j'appelle les traumatismes identitaires. Ça peut engendrer des traumatismes identitaires. Le traumatisme identitaire, c'est quand on ne sait plus qui on est pour soi, qui on est pour les autres, quand on ne sait plus qui sont les autres pour nous, qui nous sommes pour les autres. En gros, c'est quand on arrive à perdre son humanité. Donc là, effectivement, ça peut avoir des conséquences très graves et forcément, pour reprendre un élément de votre question, le futur, l'avenir peut être affecté, justement, parce que c'est aujourd'hui qu'on construit justement les repères de demain. Et peut-on dire que la Covid-19 peut être considérée comme un facteur d'exclusion plus aggravant pour les jeunes migrants? Oui, on peut le dire, mais il faut rappeler aussi que la Covid-19 c'est un facteur d'exclusion pour tout le monde, pour tous ceux qui en sont frappés, malheureusement, qui sont stigmatisés. Et par exemple, nous menons des recherches actuellement dans plusieurs pays sur les effets justement de cette maladie sur la stigmatisation, et on a comparé plusieurs pays. Il y a cet effet de stigmatisation dans plusieurs pays. Maintenant, si on revient à la question des jeunes migrants en France, c'est un facteur de plus. Moi, je travaille auprès de mineurs non accompagnés, et effectivement, il y en a qui déjà sont stigmatisés par la couleur de peau, par l'origine géographique, et en plus ils sont malades, en plus ils peuvent contaminer d'autres personnes, ils sont encore plus stigmatisés. Donc l'exclusion peut être encore plus dure justement pour ces jeunes migrants. Et on constate quelques dégâts, si je peux appeler ça en ces termes, dans le champ de la protection de l'enfance, par exemple. Et quel genre de dégâts? C'est-à-dire que la façon dont on les traite, ces jeunes, la façon dont on leur attribue un logement ou pas. Par exemple, très souvent, déjà, il y a une classification qu'on fait très souvent, bien avant la Covid-19, on met tous les mineurs non accompagnés d'un côté et puis les autres d'un autre côté. Donc là, ça se joue aussi de la place qu'on leur attribue dans le type de logement qu'on leur attribue dans le champ de la protection de l'enfance. Le simple fait de les mettre tous ensemble, alors là, le fait de savoir qu'il y en a un ou deux qui ont cette maladie, là, ça accentue encore plus. Et bien souvent, des réactions violentes peuvent apparaître suite à ce genre de situation, ce qui freine davantage l'intégration des jeunes adolescents dans la société, d'autant plus avec la présence de la Covid-19. Et justement, qu'est-ce qui pousse les adolescents à agir comme ça? Il y a des adolescents, certains adolescents qui peuvent avoir des comportements violents. Bon, la question de la violence, c'est une question complexe aussi. Il y a plusieurs causes à la violence. Mais moi, chez les jeunes que j'observe, il en reste parmi les mineurs non accompagnés, et bien d'autres aussi, très souvent, leur violence est liée à leur traumatisme. La violence, parfois, c'est une façon de donner du sens à un traumatisme subi. Ils vont essayer de transformer, justement, dans la relation à l'autre. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Il y a un point sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est sur le fait que parfois on se sent envahi par la violence de ces adolescents-là, et quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que c'est pas si important que cela. Un exemple très simple, je vous disais que je travaille dans des institutions auprès de ces jeunes. Je suis arrivé dans une institution où toute l'équipe éducative me fait part de la violence de ces adolescents, on ne sait plus quoi faire, etc. Et là, je leur ai dit, combien vous recevez d'adolescents dans cette structure? 150. Ok. Je leur ai dit, mais combien d'adolescents posent problème? Là, ils se sont mis à se regarder. Et au final, ils ont compté que 4 adolescents sur 150 qui posent des problèmes de violence. Le souci, c'est pas le nombre, c'est que la question de la violence envahit les esprits, et on a tendance à penser que c'est
cette violence-là peut être contagieuse. Donc, pour contrer la violence, je dirais qu'il y a forcément à prendre en compte l'histoire de chacun de ces jeunes, essayer de déplier la problématique pour comprendre ce qui peut amener à la violence. Mais il y a aussi un travail à faire sur nous-mêmes, sur nos propres perceptions, sur notre manière de regarder ces jeunes. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans les médias, dans nos imaginaires. Quand on voit un adolescent migrant, on pense à un potentiel délinquant. Et c'est ça qui a fait que, quand je suis intervenu dans cette structure, les équipes ont commencé à prendre conscience de tout cela. 4 jeunes sur 150 qui posent problème et on a l'impression d'être envahis. La focale peut être mise sur les jeunes, mais il faut qu'elle soit mise aussi sur nos propres représentations de ces jeunes. La crainte, ça aurait été que ce phénomène de violence se propage? Oui, tout à fait. Et c'est cette crainte-là. Il n'y a pas de fait objectif, c'est une crainte qui est véhiculée aussi par les médias, par les réseaux sociaux, dans nos imaginaires. Oui, aussi. Parce que ces jeunes, il faut qu'on s'interroge sur ce qu'ils représentent pour nous. Est-ce qu'ils représentent des potentiels délinquants? S'ils représentent des potentiels délinquants, il y a de fortes chances justement qu'ils marchent dedans. Est-ce qu'ils représentent des enfants? Est-ce qu'ils représentent des adolescents qu'il faut accompagner tout simplement? Est-ce qu'ils représentent des êtres humains? Donc là aussi dans nos recherches, on fait des recherches on cherche à travailler sur la perception des professionnels, la perception de la société que la société a de ces jeunes, parce qu'en fonction de cette perception, de la manière dont ces jeunes sont perçus, ne sont pas du tout les mêmes dispositifs qui vont être mis en place pour les accompagner. Sur les réseaux sociaux, un nouveau hashtag est apparu, je ne suis pas un virus, de la part de jeunes asiatiques qui subissent des discriminations au quotidien à cause de l'origine du virus. Quelles conséquences psychologiques cela peut avoir sur ces victimes? Ça peut avoir des conséquences psychologiques très très graves sur le fait de se sentir réduit à un virus, d'être stigmatisé. Donc ça peut avoir les mêmes conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir un traumatisme identitaire, le fait de se sentir réduit à rien, à moins que rien. Donc ça peut entraver la construction de l'identité de ces jeunes. Et comment résister face à cette discrimination? Moi je dirais qu'il faut accueillir ce que j'appelle l'héritage identitaire des siècles passés. Parce que les siècles passés nous ont enfermés dans une sorte de binarité, noir, blanc, jaune, étrangers, nationaux, etc. Et il faut sortir de là. Donc je dirais que pour lutter contre la discrimination, il faut essayer d'accueillir, traiter et transformer cet héritage douloureux, parce que nous devons passer des sociétés, des générations racialisées, c'est-à-dire des générations basées sur la race, la couleur de peau, etc., aux générations mondialisées. Les générations mondialisées actuelles, avec comme seul référent l'humanité de l'homme. Daniel de Rivoire, vous parlez de la vulnérabilité de l'identité dans une société comme la nôtre. Et à l'heure où je vous parle, est-il possible qu'avec toute cette discrimination qui persiste, est-il possible de perdre notre identité? Pour moi, perdre son identité signifie perdre son humanité. Pour moi, l'humanité est le seul référentiel qui vaille en matière d'identité. J'aime beaucoup citer ce philosophe et poète martiniquais, Édouard Glissant, qui dit « Je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre ni me dénaturer pour autant. » Et ça, c'est très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en échangeant avec l'autre, je ne prends aucun risque de perdre mon identité. Au contraire, je vais m'enrichir. Par contre, je peux perdre mon identité et donc mon humanité si je me replie sur moi-même. Et c'est cela le problème de ceux qui se replient, sur eux-mêmes. Parce que l'identité, on a souvent tendance à penser que l'identité s'écrit sur un bout de papier. L'identité ne s'écrit pas sur un bout de papier. L'identité, c'est quelque chose de dynamique, de mobile, et qui se nourrit et se transforme au contact de l'autre, Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue le principal référentiel de l'identité. C'est l'humanité. C'est pas la couleur de peau, c'est pas l'origine géographique, c'est pas les accents, c'est pas la langue. Vous voyez? Donc, si on prend comme référentiel l'humanité, il n'y a aucun risque de perdre son identité. Par contre, si on prend comme base un certain nombre de référentiels erronés comme des marqueurs de l'identité, forcément,
nous avons tous fragilisés. Et dans votre ouvrage qui s'appelle Adolescents et jeunes du monde en souffrance identitaire, vous proposez un regard sur le fait de vivre ensemble dans nos sociétés que vous qualifiez de pluriel et métisse. Comment la mixité sociale s'exerce-t-elle dans nos sociétés? La mixité sociale, elle est déjà là. J'ai envie de dire, la mixité sociale, la mixité culturelle, elle est déjà là dans nos sociétés mondialisées. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette mixité-là? Qu'est-ce que nous faisons adultes? Et j'aime bien prendre l'exemple des nourrissons, des bébés. Un nourrisson, un bébé, un enfant qui arrive dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a pas ce souci-là, ne se pose pas ce type de questions. Il découvre le monde avec sa diversité, dans sa diversité. Maintenant, au fur et à mesure que cet enfant va grandir, il va être confronté aux préjugés, des préjugés qui vont y être transmis dans la société, dans les institutions comme l'école, etc. Et c'est là que j'appelle à une éducation à la mondialité, dès le plus jeune âge pour les enfants, éducation à la mondialité, c'est-à-dire à la prise de conscience précoce de la diversité du monde, pour faire de la diversité du monde une richesse, pour faire de la diversité du monde une occasion justement de s'enrichir mutuellement et pas quelque chose qui va être à l'origine d'une sorte de crispation identitaire telle qu'on le voit aujourd'hui. Et c'est pour cela que je pense que des institutions comme l'école ont un très grand rôle à jouer dans cette éducation à la mondialité. Dans votre autre ouvrage qui s'appelle Séisme identitaire, trajectoire de résilience, une clinique de la mondialité, vous parlez de séisme identitaire, vous en avez déjà parlé tout à l'heure et vous avez utilisé le terme traumatisme identitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il est question et qu'est-ce qui le cause, ce traumatisme identitaire? Alors, en fait, dans séisme identitaire, je pense la question des crispations identitaires en termes de séisme identitaire qui ont eu lieu il y a plusieurs siècles. Ce que je dis, c'est que ce que nous observons aujourd'hui en termes de crispations identitaires, des assignations identitaires, de discrimination, etc., j'appelle tout ça des répliques de ces séismes. Pour moi, ce sont des séismes qu'on peut faire remonter à la traite négrière, mais aussi un peu plus loin à la traite arabo-musulmane. Okay, donc là, il y a plusieurs siècles, là, on remonte au 14e, 15e, 16e siècle, etc. Donc aujourd'hui, au 21e siècle, nous assistons à des répliques de ces séismes. Pour moi, le traumatisme identitaire, je l'ai dit tout à l'heure, le traumatisme identitaire, c'est le traumatisme qui affecte notre humanité, qui affecte l'humanité de l'homme. Quand on veut enlever à une partie de la population son humanité, non seulement on tente de déposséder, on crée du traumatisme chez ces populations stigmatisées, mais on révèle son propre traumatisme également. Parce que je dis souvent, il faut être suffisamment déshumanisé pour tenter de déshumaniser à son tour un autre être humain. Vous voyez? Donc c'est ce que j'ai appelé dans cet ouvrage un traumatisme identitaire mutuel de longue durée. C'est-à-dire actuellement, on voit une série de mouvements qui concernent les mouvements du colonial pour dénoncer les racistes, etc., etc. Mais il y a eu par le passé des mouvements comme la négritude, des mouvements qui ont eu tout à fait leur place à une époque donnée. Mais moi-même, ce que je crains aujourd'hui au XXIe siècle, c'est qu'on retombe dans un trauma mutuel de longue durée. C'est-à-dire, on fait vivre à l'autre ce qu'on a subi soi-même. J'essaie d'analyser dans cet ouvrage qui m'a amené à parler de ce traumatisme identitaire mutuel de longue durée. Encore une fois, le traumatisme identitaire, c'est quand on cherche à déposséder l'autre de son humanité, et quand on le fait, on se dépossède soi-même de sa propre humanité. Et Daniel Derivoire, en tant que psychologue clinicien, quel est votre rôle pour lutter contre la discrimination? Mon rôle pour lutter contre la discrimination, donc je fais ce travail à l'université, par exemple à l'université, je fais des recherches, je continue de faire de la recherche sur le phénomène pour tenter d'écrire un certain nombre de choses. J'accompagne des étudiants aussi dans leur démarche pour comprendre ce monde en transformation. Et d'un point de vue clinique, j'accompagne aussi des adolescents tout venant de tous horizons géographiques et culturels. Et c'est des adolescents que j'appelle, par exemple, des adolescents du monde, des adolescents du monde.
et pour faire un travail avec eux, surtout ceux qui sont en souffrance identitaire. Alors j'essaye de leur faire prendre conscience de l'articulation qu'il y a entre leurs histoires individuelles, leurs histoires singulières, avec des histoires collectives qui les dépassent. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire au niveau thérapeutique, en plus de ce que je fais au niveau, à l'université. Mais il y a aussi un autre travail clinique que je fais aussi dans les institutions, comme l'école, la protection de l'enfance, c'est-à-dire c'est d'accompagner ces institutions-là à prendre conscience de leurs tâches primaires, c'est-à-dire ceux qui les fondent comme institution. Par exemple, une institution comme la protection de l'enfance qui est chargée de protéger les enfants, mais parfois, quand on observe ce qui s'y passe, on voit que c'est tout à l'encontre de ce pourquoi elles sont là, justement. Donc, j'analyse ces institutions-là et je travaille beaucoup aussi avec les directeurs d'établissement, les équipes éducatives pour leur faire prendre conscience de ce qui traverse nos institutions actuellement. À l'université, c'est un lieu où on est au travers de savoir, où on les déconstruit. C'est aussi un lieu qui travaille un petit peu le lien avec ce qui se passe dans la société. C'est l'une aussi de nos missions en tant qu'enseignant-chercheur, c'est d'éclairer les phénomènes qui se passent dans nos sociétés. Très bien, merci Daniel Derivois d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Radio Campus 92.2